Vous êtes bel et bien sur Bossolo Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition du journal dont voici la vitrine. Le patron de la territoriale, Jacques Chabani, a accusé réception du procès verbal relatif au vote de la motion de défiance contre le gouverneur de la Tchopo, Paul Lendongolia, tout en déplorant le non-respect des principes fondamentaux du contradictoire et du droit de réponse au cours de la plénière ayant conduit à l'adoption de cette motion, ce qui viole l'esprit de l'acte d'engagement signé lors de l'atelier de la stabilisation des institutions provinciales tenues dans la ville-province de Kinshasa. Vital Kamerhe, président national de l'Union pour la nation congolaise UNC, a pris acte de la désignation d'Emeboji Sankara comme candidat unique de l'Union sacrée à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Une décision conforme à la résolution de la direction politique de son parti qui préconisait d'attendre les orientations du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le monde entier a célébré ce 31 octobre la journée mondiale de l'épargne, une culture en voie de disparition pour certains. Vous suivrez dans cette édition du journal le directeur général de la Caisse générale d'épargne du Congo, Célestin Moukeba, approché par l'équipe de Bossolo Télévision qui reviendra sur la quintessence de cette journée qui consiste à sensibiliser le monde à une culture d'épargne considérée comme le socle du développement d'un pays. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Je vous retrouve dans un instant pour les développement. Je suis très heureux encore de vous retrouver pour vous informer une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Nous sommes chez Emmanuel Macron, jeudi 30 octobre à Paris, qui a accueilli la conférence des soutiens à la paix et à la prospérité dans la région des Grands Lacs. Cette rencontre a rassemblé des cinquantaines de pays et d'organisations internationales. L'objectif était de relancer les initiatives pour répondre à la crise humanitaire qui frappe l'Est de la République démocratique du Congo. Images et commentaires avec Edouard Kirma. Lors de la conférence internationale sur la paix et la prospérité dans la région de Grands Lacs, tenue ce jeudi à Paris, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a livré un discours fort, empreint de gravité et d'appel à la responsabilité collective. Devant le représentant de grandes puissances mondiales, des institutions régionales et des organisations internationales, il a dénoncé sans détour le cause de la crise humanitaire qui ravage l'est de son pays. La crise humanitaire en République démocratique du Congo est liée directement à des actions militaires menées par le groupe armé AFC M23, soutenu sur les plans logistiques, financiers et opérationnels par le Rwanda en violation flagrante de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de mon pays. Cette réalité est aujourd'hui documentée et reconnue et elle a été rappelée par la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui exige le retrait immédiat et inconditionnel de l'AFC M23 de toutes les zones qu'il occupe, y compris les centres urbains stratégiques, ainsi que le retrait des forces rwandaises du territoire congolais. Le président congolais a également rappelé que depuis plus de 30 ans, l'Est de la RDC est dévasté par un conflit prolongé, responsable de millions de déplacés internes, notamment dans les provinces du Nord et Sud Kivu. Ce que nous demandons, c'est la vérité. Ce que nous demandons, c'est la justice. Ce que nous demandons, c'est la paix, une paix durable. La République démocratique du Congo prend ses responsabilités. Nous vous demandons aussi de prendre les vôtres. Ces plaidoyers congolais n'a pas laissé indifférent le partenaire présent à Paris. Selon plusieurs sources diplomatiques, la France, hôte de la conférence, aurait salué la lucidité et la fermeté du discours de Tshisekedi tout en appelant à un dialogue régional constructif afin d'éviter l'escalade. L'Union européenne a de son côté réaffirmé son engagement humanitaire en faveur de populations déplacées, tandis que les Nations Unies ont promis de renforcer leur appui aux efforts de paix régionaux. Cependant, certains observateurs notent que les appels au retrait du M23 et des forces étrangères risquent de se heurter à la complexité du terrain politique et sécuritaire, notamment en raison de la lenteur de mécanismes diplomatiques régionaux. Notons que cette conférence de Paris a mobilisé 1,5 milliard d'euros en faveur de la région de Grands Lacs.
De retour dans la ville-province de Kinshasa, parlons à présent des lignons sacrés. L'ancien président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a déclaré vendredi avoir pris acte de la désignation d'Emeboji Sangara comme candidat unique de la majorité parlementaire à la présidence de la Chambre basse du Parlement. Dans un message officiel, le président national de l'UNC a rappelé que cette désignation fait suite à la réunion du Présidium des Lignons Sacrés de la Nation tenue le 29 octobre 2025 sous l'arbitrage de la haute autorité de référence en conformité avec la charte de la coalition présidentielle. Vital Kamerhe a souligné que cette décision est conforme à la résolution de la direction politique nationale de son parti du 18 octobre 2025 qui préconisait d'attendre les orientations du chef de l'État Félix Tshisekedi. Il a appelé les élus, cadres et militants de son camp à resserrer les rangs et à rester engagés autour des idéaux de paix et de sécurité dans l'est de la RDC et des constructions nationales. Emeboji Sankara, ancien ministre de l'Industrie et député de Walungu, nous sommes dans la province du Sud Kivu, a été choisi comme candidat unique de la majorité présidentielle pour succéder à Vital Kamerhe à la présidence de l'Assemblée nationale après sa démission. Et dans un autre chapitre, qui représentera réellement l'opposition dans les bureaux de l'Assemblée nationale? En tout cas, plusieurs figures se bousculent en se réclamant de l'opposition et souhaitent ainsi briguer ces postes. Contacter le président du groupe parlementaire d'Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi précise qu'il s'agit d'un manque de sérieux de la part de certains élus qui souhaitent bien sûr obtenir ce qui revient de plein droit à l'opposition. Christian Mwando a appelé les élus nationaux à faire preuve de bonne foi et de respect des textes qui les régissent. Il a été interviewé par Ben Israël Toumba et Aristote Batouma. Il est monté au créneau pour dénoncer les manques de sérieux dans le pays, la RDC. Le président du groupe parlementaire Ensemble pour la République est revenu sur l'article 26 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui stipule que le groupe parlementaire de l'opposition politique jouisse du droit de représentation proportionnelle. En effet, le président du groupe parlementaire Ensemble, Christian Mwando, a insisté sur le fait que le seul groupe parlementaire pouvant représenter l'opposition au sein de l'Assemblée nationale reste l'ensemble de Moïse Katumbi. Il n'y a qu'un seul groupe parlementaire dans cet hémicycle, c'est le groupe parlementaire Ensemble. Parce que pour avoir un groupe parlementaire, selon le même règlement intérieur, il faut constituer un groupe d'au moins 20 députés. Or, seul le groupe Ensemble et ses alliés ont réussi à avoir un groupe qui au départ était de 23 députés, qui aujourd'hui est de 21 députés. Automatiquement, s'il y avait du sérieux et de la rigueur dans ce qu'on fait, ça ne posait même pas de discussion. Par ailleurs, les LGD étant invalidés et nouvel élan se trouvant dans les institutions, voire du pro, il revient de plein droit au groupe parlementaire ayant des nombres requis de députés nationaux pour représenter l'opposition dont la candidature a été présentée. Après les primaires que nous avons organisées le lundi, c'est Mme Clotilde Moutita qui a été désignée par le groupe parlementaire, donc les députés, pour les députés de l'opposition, membre du groupe parlementaire Ensemble, qui a été désignée à la suite des primaires comme représentante ou candidate de l'opposition au poste qui lui est dévolu de rapporteur adjoint. Tout ce que nous appelons, c'est à la conscience de députés. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays, nous devons savoir, est-ce que, comme le monde, la plupart dans le monde nous accuse de ne plus jouer le jeu démocratique, est-ce qu'on a besoin d'imposer un candidat dont on sait très bien qu'il n'est pas de l'opposition pour le poste dévolu à l'opposition? Ou est-ce qu'on prend nos responsabilités, on a nos règles, on dit on respecte les règles? Rappelons que les candidatures se bousculent pour le poste de rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, poste qui revient de plein droit à l'opposition, pendant que plusieurs se réclament de cette même branche.
Direction Assemblée nationale en présence du président haï de cette chambre, Isaac Jean-Claude Chilumbaï, du rapporteur Jacques Joly et du ministre d'État en charge des relations avec le Parlement, Guy Landau. Les réseaux de députés nationaux réélus a signé jeudi 23 octobre 2025 sa sortie. Ces réseaux s'assignent comme objectif de sauvegarder, promouvoir l'image des marques et le prestige de l'institution parlementaire. Regardez. À l'occasion de la première sortie officielle du réseau des députés nationaux réélus, tenue ce jeudi 30 octobre 2025 dans la salle des spectacles du Palais du Peuple, le président de la dite structure, Jonathan Bialousoukawata, a pris la parole pour présenter les objectifs de cette initiative. Il a annoncé que cette structure composée des 8 groupes de représentants, à savoir le Grand Équateur, la Grande Orientale, le Grand Kivu, le Grand Kasaï, le Grand Bandundu, le Congo central, Kinshasa, le Grand Katanga. Il a été créé dans le but de partager l'expertise et l'expérience des députés réélus au sein du Parlement, mais aussi d'apporter une valeur ajoutée à l'institution législative. Par députés nationaux réélus, on entend tout député en fonction ayant déjà totalisé plus d'un mandat depuis 2006, y compris un sénateur honoraire, mais qui siège aujourd'hui comme député national. À l'issue de ces réunions de ces différents représentants, les options ci-après ont été levées. Il s'agit de définir les objectifs de la structure, mettre en place un bureau provisoire, convoquer l'Assemblée générale des réélus, préparer la sortie officielle. De son côté, le président de l'Assemblée nationale ad interim, Isaac Jean-Claude Chilumbaï Moussaou, a, dans son intervention, salué cette initiative, la qualifiant des structures prometteuses pour renforcer la cohésion parlementaire. Il a encouragé les membres du réseau à faire preuve de responsabilité et à servir de pont entre les institutions et les attentes du peuple congolais. L'institution parlementaire, comme nous le découvrons, nous les nouveaux, fonctionne plus avec les us que le règlement qui est très très incomplet. Et ça, nous sommes en train de le vivre. En cette période, par exemple, de transition que nous traversons, nous avons des débats au bureau chaque jour qui, lorsqu'ils tentent d'être fondés sur le règlement intérieur, nous sommes toujours et souvent perdus. De sorte que nous réalisons qu'il faut recourir à cette expérience. Ici est de noter que sur 133 députés nationaux réélus, plus de 80 ont rehaussé de leur présence cette cérémonie. Alors, quittons la ville-province de Kinshasa, on se dirige dans la partie nord-est du pays où le gouvernement central a pris acte de la transmission du procès verbal relatif au vote de la motion de défiance contre le gouverneur de la province de la Chopo, Paulin Lendongolia. Dans une correspondance officielle adressée au président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, datée du 30 octobre dernier, le ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a accusé réception du document tout en exprimant des réserves sur la procédure suivie. Le ministre déplore quant à lui les non-respects de principes fondamentaux des contradictoires et du droit des réponses au cours de la plénière ayant conduit à l'adoption de la motion de défiance contre l'autorité provinciale. Il évoque également un manquement aux règles de transparence et de loyauté institutionnelle en violation de l'esprit de l'acte d'engagement signé lors de l'atelier sur la stabilisation des institutions provinciales tenu le 2 et le 3 septembre 2025 au Palais du Peuple. Nous sommes ici dans la ville-province de Kinshasa. De retour dans la capitale, à 2 mois des festivités de fin de l'année, la police congolaise doit garantir à la population la quiétude dont elle a besoin. C'est en ces termes et que le commissaire général de la police nationale congolaise, le général Benjamin Alongaboni, a donné aux commissaires provinciaux l'ordre d'organiser une traque sans merci contre tout ce qui trouble la paix sociale. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou a appelé quant à lui aussi aux conducteurs de véhicules et motos à se conformer aux règles et avoir leur permis de conduire avant d'être traqués par la police nationale congolaise. Suivez ici l'élément que vous présente Ben Israël Touba.
Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, Israël Kantoubakoulou, a appelé jeudi dernier, lors d'une parade tenue au stade de Martyrs, tous les policiers à redoubler d'efforts dans la sécurisation des Kinois. Il a lancé un message fort à l'encontre des bandits urbains qui opèrent à l'aide des armes blanches, dont les machettes à vivre leurs derniers instants. Selon lui, la traque se fera cette fois-ci, maison par maison, pour neutraliser totalement ces hors-la-loi. Nous allons marcher d'une parcelle à une autre et nous allons traquer d'une maison à une autre là où nos éclaireurs nous indiqueront. S'ils seront dans une maison cachée, nous irons là et nous les traquerons. À toi qui marches avec des machettes pour blesser et voler les autres leurs biens, tu aimes la vie de la facilité et tu refuses de travailler, nous allons t'arrêter. En plus des efforts à redoubler, le commandant ville de Kinshasa a requis de ces éléments la discipline, la fermeté et la courtoisie dans l'exercice de leurs fonctions. Il est temps d'imposer l'ordre dans la capitale, tant dans la circulation routière que dans la salubrité publique. C'est ainsi que les policiers de la circulation routière ont reçu l'ordre d'interpeller tout conducteur qui n'a pas son permis de conduire dès le début de la semaine. Le chef de la police quinoise a appelé les Quinois à collaborer avec la police pour que cette mission lui confiée par le commissaire général soit une réussite pour le bien de la population. Parlons autre chose dans ces journaux. Après la phase expérimentale réussie à Kinshasa, l'application Talo, conçue par le ministre de l'économie nationale pour faciliter le prélèvement du prix des biens de première nécessité sur le marché, est en phase d'implantation dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo. Suivez les détails avec Bosco Kabamba. Pour cette première expérience à l'intérieur du pays, cela n'a concerné que 8 villes dont Lubumbashi, Likasi, Kolwezi pour la partie sud, Mbujimaï, Kananga pour le centre, Matadi, Boma pour l'ouest et Kisangani pour la partie orientale. Au total, 120 agents et cadres ont bénéficié de cette formation sur l'utilisation de cette application par les équipes des formateurs venus de Kinshasa, dépêchés par le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba. Cette mission s'inscrit dans la ligne droite de la volonté du gouvernement, celle de moderniser les méthodes de surveillance du marché et de renforcer la transparence des prix sur l'ensemble du territoire national. Dans les 8 villes précitées, les agents et cadres formés ont été favorables à l'innovation technologique qui vise à digitaliser et à fiabiliser les suivis des prix, car désormais la transmission des données qui se faisait manuellement s'effectuait à l'aide d'un smartphone et les résultats sont transmis en temps réel. Il y aura des agents Talo avec des gilets Talo qui seront déployés sur les marchés pour prendre les prix des biens de première nécessité comme la loi le recommande. Ce n'est pas une tracasserie pour les opérateurs économiques parce que les opérateurs économiques savent, selon la loi, ils sont censés afficher les prix des biens qu'ils vendent. Et l'opération que les agents feront ne sera que le prélèvement. Et cette opération est connue, c'est une opération gratuite. Ça ne nécessite aucun paiement parce que les agents ne font que leur travail pour lequel l'État les paye. Avec ce processus, la population sera plus soulagée parce qu'elle aura maintenant accès à une information fiable grâce aux données qui seront prises dans l'application, analysées et postées sur le site internet du ministère de l'économie nationale. Nous sommes satisfaits. L'application Talo vient d'être démontrée sur terrain à travers les exercices expérimentaux que nous venons de faire. Et donc, il nous reste, dans les cas d'espèce, de bien pouvoir continuer à travailler tel que nous venons de recevoir les instructions de la part du formateur. L'objectif de prélever les prix, enfin d'envoyer à Kinshasa pour faciliter les prix en fait sur le marché. Cette première phase des formations donnée dans les 8 villes s'étendra sur 25 autres car ce programme a retenu 33 villes sur l'ensemble du territoire national. À l'issue de cette formation, les participants ont reçu les outils de travail pour leur mission composés de smartphones connectés à l'Internet et des gilets de service pour un travail efficace sur les terrains avec l'appui des autorités provinciales.
Alors, je l'ai fait mention sommaire. Chaque 31 octobre, le monde célèbre la journée mondiale de l'épargne, une culture en voie de disparition pour certains. Cependant, pour le directeur général de la Caisse générale d'épargne du Congo, Kadekou, et Célestin Moukeba, approché par l'équipe de Bossolo Télévision, et cette journée consiste à sensibiliser le monde à une culture d'épargne qui constitue les socles de développement d'un pays. Suivez Célestin Moukeba, directeur général de la Codeco, au micro d'Esther Yamouné. Très bien. Ouais, je pense que le 31 octobre, ça a commencé en 1924, où les gens ont pris conscience qu'il faut épargner et que l'épargne contribue à l'amélioration des niveaux de vie. Et puis l'épargne vous aide à aller de l'avant sur le plan d'investissement. Les pays d'ailleurs qui ont compris ça en ont fait vraiment un vrai socle pour le développement en captant l'épargne nationale et en utilisant ça comme un levier, comme un vecteur de développement. Je crois que déjà dans les années 50, parce que la Cadeco est née en 1950, c'était déjà une dimension qui était comprise ici pour l'élever comme institution qui allait éveiller les consciences des gens sur la culture de l'épargne. Grâce à cette sensibilisation-là, déjà jadis, qui avait été lancée, qui est maintenue jusqu'à aujourd'hui, qu'on va redynamiser sous une autre forme, une autre façon de faire avec les outils modernes. Donc, l'épargne joue un rôle majeur dans le développement du pays. Une épargne, quand on parle de l'épargne, on peut regarder le revenu que vous avez au sein du ménage. Quelle est la part que vous attribuez à la consommation? Parce que quand vous avez un revenu, il y a une part qu'on alloue à la consommation. La consommation et une autre partie qui reste sert à l'épargne. Donc, épargne, c'est mettre de côté un fonds, mettre de côté des moyens pour s'en servir plus tard. Alors que la consommation, c'est utiliser le fonds immédiatement pour s'acheter des biens et services. Mais épargner, c'est mettre de côté, soit en ayant un actif financier, soit en ayant même un patrimoine. Je pense que l'institution a besoin de certains outils pour la moderniser, la ramener au standard. C'est la tâche à laquelle nous attelons maintenant. C'est une institution fiable et que tout le Congolais devait ne pas hésiter de venir placer de l'argent. C'est sûr, c'est fiable. Après avoir épargné, parlons maintenant santé. À présent, face à la montée des troubles psychologiques en RDC, le ministre de la Santé, le docteur Roger Kamba, a plaidé lors d'une table ronde à Kinshasa pour un engagement national renforcé et une prise en charge adaptée dans la santé mentale, notamment en milieu professionnel. Suivez. Le docteur Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, a participé ce jour à une table ronde nationale consacrée à la santé mentale et au bien-être psychosocial en milieu de travail sous le thème « État des lieux, défis et perspectives en République démocratique du Congo ». Cette rencontre a réuni des professionnels de la santé, de partenaires techniques et financiers, des responsables d'entreprises ainsi que des acteurs de la société civile autour d'une même conviction. La santé mentale est une composante essentielle du bien-être collectif et de la productivité nationale. En clôturant les travaux, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a rappelé que la santé mentale demeure l'un des défis majeurs de notre système de santé. Selon les estimations, près de 30% de la population congolaise présenterait des troubles liés à la santé mentale, souvent sans diagnostic ni prise en charge adaptée. Parce que la santé mentale, c'est un problème qui, pour moi, est un des grosses difficultés que nous avons dans notre pays. Vous savez, au niveau du secteur de la santé, ce qu'on veut, c'est de résoudre des problèmes. Ce problème de santé mentale, c'est que malheureusement, ça touche tellement de monde. Une fois, on m'a posé la question, on m'a dit, il y a combien de gens qui souffrent de santé mentale dans notre pays? J'ai dit, on est autour de 30%.
On va dire qu'il y a 30% de fous. Non, c'est pas de folie. On parle de santé mentale. Ça montre déjà la difficulté qu'il y a. Et quand on regarde l'histoire de la médecine, effectivement, on se rend compte que la médecine au niveau psychiatrique, ça a évolué de manière très, très différente des autres médecines. Le ministre a également souligné que les origines des troubles mentaux sont multiples, nutritionnels, environnementales, sociales et même prénatales. Il a rappelé que près de 45 à 50% des enfants congolais souffrent de malnutrition chronique, un facteur déterminant qui affecte le développement du cerveau dès les premiers jours de vie. La table ronde a également mis en lumière les traumatismes psychologiques liés aux violences basées sur le genre, aux conflits armés et aux conditions socio-économiques précaires. Ces agressions multiples laissent des blessures invisibles, souvent ignorées dans les politiques publiques de santé. Le ministre a insisté sur la nécessité d'aller au-delà de la sensibilisation. Cette table ronde marque une étape importante vers la reconnaissance de la santé mentale comme un pilier de développement humain et social. Elle ouvre la porte à des politiques plus inclusives, plus humaines et surtout à une meilleure compréhension de ce qui signifie réellement être en bonne santé, corps, esprit et âme réunis. Parlons autre chose, des séances de travail se multiplient à la direction de production ouest DP Inga 1 entre la délégation de la SNEL SA venue de la direction générale de Kinshasa et les cadres de la SNEL Inga en prélude à la cérémonie marquant la remise en service du groupe 5 à la centrale hydroélectrique du barrage Linga G25. La cérémonie inaugurale sera présidée par le président de la République, chef de l'État et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Depuis l'annonce de la remise en service du groupe 5 à la centrale 2 du barrage hydroélectrique d'Inga, communément appelé G25, dont la cérémonie inaugurale sera présidée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui fait de l'électricité son véritable cheval de bataille, des séances de travail axées sur l'état des lieux du site énergétique se multiplient à la direction de production ouest et DPO Inga entre la délégation venue de la direction générale de la SNEL Kinshasa et les cadres de la SNEL Inga. Pour une bonne réussite de cette cérémonie marquant la remise en service de façon officielle du G25, complètement réhabilité et modernisé par la société allemande Voigt, avec l'accompagnement de l'ingéniosité de l'équipe technique de la SNEL, différentes commissions et sous-commissions ont été mises en place. Tous les aspects qui entrent en ligne des comptes de l'organisation de cet événement sont passés au pain fin, une façon de présenter à la face du monde les efforts considérables de la société d'État à vocation commerciale SNEL SA dans l'équipement et la modernisation de ces installations en vue d'accroître la production sous l'impulsion de son comité de gestion. Aujourd'hui, nous avons remis en service le groupe 5 que nous appelons encore G25 de la centrale hydroélectrique Inga 2. Donc ce groupe est en train d'apporter 180 MW de plus. Lorsque je vous dis que le G25 apporte 180 MW de plus, cela est dû à l'effort et de notre hiérarchie qui a mis tous les moyens nécessaires pour la réalisation et la réussite de ce projet, ainsi l'expertise des agences NEL qui donnent les meilleurs d'eux-mêmes. Donc c'est une promesse qui est tenue dans le cadre de la matérialisation de la vision du chef de l'État. La SNEL est en train de matérialiser cette vision pour accroître les taux de desserte et améliorer les conditions de service à notre clientèle. Nous voudrions demander que chacun d'entre nous puisse payer ses factures de consommation pour donner à SNEL les moyens de continuer à servir. Pour ceux qui sont sur les prépaiements, de payer leur carte de crédit pour suffisamment nous donner des moyens et protéger les bâtiments de SNEL sous le leadership de notre directeur général, professeur, ingénieur, docteur Teddy Luamba. Et de l'autre côté, les représentants des étudiants de Kinshasa ont déposé jeudi 30 octobre 2025 leur mémo à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Kinshasa pour soutenir l'implication de ces pays dans le processus de paix durable en RDC qui entraînera bien sûr sans doute la création d'emplois pour les jeunes, mais aussi le développement dans les domaines des infrastructures et des mines. Bosco Kabamba et Jérôme Lezolo.
Mémorandum des présidents des étudiants de la République démocratique du Congo. Excellence Madame l'ambassadrice, c'est avec honneur et enthousiasme que nous, coordonnateurs et présidents des étudiants des universités et instituts supérieurs de la ville de Kinshasa, vous adressons nos salutations les plus respectueuses à travers votre haute personnalité. Nous transmettons nos amitiés sincères au peuple américain et tout particulièrement à la communauté étudiantine des États-Unis. Depuis plusieurs mois, nous suivons avec attention l'engagement du président Donald Trump en faveur de la paix mondiale, notamment en République démocratique du Congo, où des millions de vies ont été fauchées par une guerre atroce qui perdure depuis plusieurs générations. Les femmes et les enfants en sont les principales victimes. Cet engagement représente une lueur d'espoir pour notre peuple et nous exprimons au nom des étudiants congolais notre profonde gratitude. Nous, étudiants congolais, nous sommes attentifs à l'évolution du projet de partenariat stratégique à conclure entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, dans les secteurs miniers et des infrastructures de base. Cette initiative, porteuse des perspectives prometteuses et essentielle pour un pays qui acquise un retard structurel important en matière de développement. Ce partenariat stratégique est le levier fondamental de notre espoir pour instaurer une paix durable, car nous croyons que le manque d'infrastructures adaptées favorise le développement des groupes armés qui évoluent dans des environnements d'enclavement, du manque d'électricité et se nourrissent de la pauvreté extrême des habitants. Cet état des choses rend également difficile l'intervention gouvernementale contre ces groupes armés qui se cachent dans le milieu inaccessible et souvent dans les environs des sites miniers clandestins qu'ils exploitent illégalement pour alimenter les conflits. Des investissements américains dans les infrastructures, dans le cadre du partenariat gagnant-gagnant, contribuerait non seulement à résoudre le problème d'insécurité, mais aussi à s'attaquer aux causes profondes, notamment la précarité et la pauvreté. Du point de vue des étudiants congolais, l'accord principal et majeur du processus de paix engagé par le président Donald Trump reste l'accord RDC-États-Unis, duquel déroulerait les arrangements secondaires tels que ceux de Doha et les accords bilatéraux avec le Rwanda. Faire le contraire est un danger pour la concrétisation de la paix durable tant recherchée. Tout en saluant les efforts en cours pour la paix, nous exprimons notre impatience de voir aboutir la signature de cet accord stratégique sur le minerai critique et les infrastructures. Et au-delà de nos frontières, les violences post-électorales en Tanzanie ont fait environ 700 morts depuis mercredi, affirme vendredi les partis d'opposition Chadema, dont des membres ont visité plusieurs hôpitaux du pays pour parvenir à cette estimation. Suivez les détails avec Edouard Chama. La capitale économique Dar es Salaam ainsi que d'autres villes du pays ont été le théâtre de manifestations massives contre le gouvernement, entraînant l'intervention de l'armée et la coupure de l'Internet. Le scrutin du mercredi 29 octobre 2025, combinant élections présidentielles et législatives, s'est déroulé dans un climat d'exclusion et de tensions. Les deux principaux adversaires de la chef de l'État, Samia Suluhu Hassan, ont été emprisonnés ou disqualifiés, ne laissant en lice que 16 candidats issus des petits partis incapables de mener une campagne nationale. Dès l'annonce de premiers résultats partiels par la télévision d'État, des manifestations ont éclaté à Dar es Salaam et dans plusieurs grandes villes, dénonçant un scrutin dépourvu de pluralisme et une répression systématique de l'opposition. Selon le parti Chadema, les violences auraient fait environ 700 morts, un chiffre corroboré par une source sécuritaire, bien qu'il demeure impossible à vérifier de manière indépendante en raison de la coupure quasi totale d'Internet et du contrôle strict exercé par les autorités sur les hôpitaux et les médias. Des témoins rapportent des tirs nourris, des commissariats incendiés et des civils fuyant face aux forces anti-émeutes. À Mwanza, dans le nord du pays, les affrontements auraient également causé plusieurs centaines de victimes. À Zanzibar, la proclamation de la victoire de la présidente sortante Samia Suluhu Hassan, créditée de 78,8% de suffrages, s'est déroulée sous haute surveillance militaire.
L'opposition locale, notamment le parti ACT Ouazalendo, dénonce une fraude massive et exige un nouveau scrutin, affirmant que des urnes ont été bourrées et que ces observateurs ont été expulsés des bureaux de vote. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a appelé les forces de sécurité à ne pas recourir à une force non nécessaire ou disproportionnée, tandis qu'Amnesty International dénonce une vague de terreur marquée par des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires. Et voilà, il m'a fallu 36 minutes pour vous informer, mesdames et messieurs. Merci pour votre sympathique attention. Merci à Esther Yamomé qui a supervisé et coordonné cette édition du journal Gédéon Titumbi devant les grandes machines pour me faire parvenir dans vos maisons. Fiston Mamoud et Prince Ngoï ont assuré bien sûr la prise de vie de tous sous la coordination de Platini Louvalou qui a apporté une touche particulière. Quant à moi, je vous retrouve demain samedi à partir des 19h pour faire les points sur la page rétrospective. D'ici là, portez-vous bien chez vous, mais restez penchés sur la première chaîne d'investigation République démocratique du Congo. Au revoir.